Lorsqu'on parle de l'intelligence, c'est très tentant d'aller chercher du côté de la neurologie, de la neurobiologie et de la biologie du développement les solutions. C'est très tentant parce que on se dit intuitivement que l'intelligence est une faculté, et que comme toutes les facultés humaines, elle est d'un côté liée à un patrimoine génétique. On n'a pas tous le même patrimoine génétique, il y a une variabilité dans l'espèce qui fait que, pour certains, on va avoir une musculature génétiquement plutôt adaptée au sprint, pour d'autres à la course de fond, enfin voilà, donc on a des aptitudes différentes, donc pourquoi pas, si l'intelligence est bien une faculté, pourquoi, en effet, ne serait-elle pas conditionnée en partie par la génétique ? Et puis, on sait très bien aussi, pour reprendre l'analogie avec l'aptitude à courir vite ou à courir longtemps, on sait bien aussi qu'il n'est pas seulement affaire de génétique là-dedans, il est affaire aussi de développement, c'est-à-dire de la manière dont j'ai entraîné le muscle ou l'organisme, et où du coup un certain type de pratique, un certain type d'alimentation, une certaine hygiène de vie va conditionner le développement musculaire, et donc va faire de moi un super sportif de tel type, ou un sportif complètement foireux de tel autre. Bon. Donc, spontanément, on voit tout à fait le parallèle, et on se dit, bah oui, donc l'intelligence, on peut gloser abondamment là-dessus, mais finalement, ceux qui détiennent la clé, c'est forcément, d'un côté, ceux qui vont avoir les clés éventuellement de la manière dont génétiquement le cerveau, dont la génétique conditionne l'appareillage cérébral, et de l'autre, ceux qui vont avoir la clé du développement de cet appareillage cérébral, du système nerveux central, et qui vont nous expliquer comment et pourquoi, du coup, tel individu est plus intelligent qu'un autre. Ça paraît de bon sens. En fait, y a là des biais et des choix épistémologiques qui vont pas du tout de soi et qui, même pour certains, sont extrêmement fragiles. Alors, commençons par la question donc du neurodéveloppement. Pour l'instant, écartons un tout petit peu la génétique. Dans l'optique de Piaget, qui est le père finalement de cette approche de l'intelligence sur le modèle de l'animal, avec l'idée que l'intelligence d'un être vivant, c'est sa capacité à s'adapter à un environnement. Et donc, s'adapter à cet environnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable de traiter les informations qu'il reçoit de cet environnement pour faire varier ses stratégies d'action. Ce serait donc ça, fondamentalement, l'intelligence. Et bien sûr, on peut étudier chez les animaux dotés d'un cerveau assez performant, notamment chez les mammifères supérieurs, la manière dont se déroule l'apprentissage en plusieurs phases, qui va permettre finalement de traiter les informations de manière de plus en plus performante pour pouvoir être le plus adapté possible à cet environnement. Donc, l'être humain étant un animal, il n'y a aucune raison de penser que ces mécanismes ne jouent pas aussi pour lui. Et donc, c'est le grand prisme qui donnera, quelques décennies plus tard, les sciences cognitives. Bien sûr, ça fait sens, c'est pas incohérent. Mais il y a une petite chose qui est négligée là-dedans. C'est que ce qui permet à ce modèle de parfaitement fonctionner chez un animal, c'est que les comportements des animaux sont, eux, intégralement conditionnés par l'instinct. C'est l'instinct, c'est-à-dire la génétique. Ce qu'on appelle l'instinct, c'est l'ensemble de ce qui, dans le comportement d'un animal, est génétiquement programmé. Il est instinctivement programmé pour reproduire son énergie, pour se nourrir et surtout pour se reproduire, et faire tout ça de façon qui sont assez rigidement codifiées au sein de son ADN. Et ce sont bien ces instincts qui régissent, du coup, ensuite, la manière dont l'animal va s'adapter à son environnement. Sauf que, chez l'être humain, ce qu'on observe de manière flagrante, ce que pour le coup tous les anthropologues savent, c'est que si on essaye d'expliquer le comportement de l'être humain par référence à ses instincts, on ne comprend rien. L'être humain, c'est un être de culture. Alors oui, il y a des formes de protoculture chez certaines espèces, notamment chez les primates qui nous sont apparentés,
chez les chimpanzés, chez les bonobos, mais si on appelle ça une protoculture, c'est pas pour rien, c'est parce que malgré tout, il y a l'air d'avoir quand même une assez grande rigidité sur l'ensemble des fonctionnements. Différentes peuplades de chimpanzés ou de bonobos vont faire varier quand même certaines choses, de manière beaucoup plus sensible que différentes meutes de loups, mais quand même, ce qui est commun restera prépondérant. Chez l'être humain, c'est le contraire. Examinons, même pour rendre la chose flagrante, examinons les points sur lesquels il y a toutes les chances que l'instinct soit le plus fortement conditionné. Et alors finalement, comme toutes les bestioles, on est d'abord programmé pour se reproduire. Et pour pouvoir se reproduire, il faut déjà survivre. Donc s'il y a bien deux désirs, deux pulsions qui doivent être normalement très très fortement conditionnées par l'instinct, c'est la pulsion sexuelle et la pulsion d'alimentation. Munis de ça, regardons comment ça se passe dans les différentes sociétés humaines et chez les différents individus. Et là, tout d'un coup, il y a une chose qui saute aux yeux, et qui ne peut pas ne pas sauter aux yeux, là, c'est une évidence. C'est que d'une société à l'autre, d'une culture à l'autre, et d'un individu à l'autre, le rapport à la pulsion sexuelle comme le rapport à la pulsion alimentaire, l'ensemble du rapport, c'est-à-dire aussi bien quels vont être les déclencheurs de la pulsion, quels vont être les actes qui vont s'en suivre, comment la pulsion va être assouvie, change totalement. Et penser que les déterminants de ces changements seraient instinctifs est une aberration. Parce que ça obéit à l'évidence, au moins à des logiques culturelles. Des logiques culturelles qu'on ne ramènera jamais à de l'ADN. Les différences entre ces cultures ne recoupent pas du tout les différences que les évolutionnistes pourraient voir entre populations au sens qu'ils donnent. Non, c'est bien culturel, d'un groupe social à l'autre, ça change, et ça change très radicalement, tout simplement parce que, de manière évidente, l'être humain, c'est la bestiole qui, parce qu'elle invente la culture, n'obéit pas du tout mécaniquement à ses instincts. Pas du tout. Au contraire, s'en écarte radicalement. Et s'en écarte pas simplement par choix moral conscient, parce que on se dirait que non, les instincts c'est pas bien, et du coup au nom d'une morale on se contraindrait. Non, c'est que même la logique du désir, la logique de la formation même du désir sexuel ou du désir alimentaire, passe chez l'être humain par des représentations, des mécanismes imaginaires et symboliques qui n'ont plus rien à voir avec l'instinct. Bon. On pourrait s'étendre là-dessus, mais là, vraiment, je peux le poser comme argument d'autorité, tant c'est une évidence. C'est pas une évidence pour moi, c'est une évidence du côté des sciences humaines. Or, si on admet ça, du coup, ça signifie que dans le développement d'un être humain, dans le développement du bébé, de l'enfant, etc., dans le développement de son cerveau, de son appareillage cérébral, de ses manières de connaître et de comprendre le monde. On ne peut pas simplement dire qu'il est question d'instincts qui vont gouverner son appréhension de son environnement. Non, il est question d'imprégnation d'une culture, et pas simplement d'imprégnation d'une culture, mais finalement si on remonte en amont. Pourquoi l'être humain fabrique des cultures? Parce que c'est, au fond, c'est déjà ça, la question essentielle. Pourquoi il s'écarte de ses instincts? Qu'est-ce qui se passe chez cette drôle de bestiole? Alors, les clés, elles sont multiples, mais il y en a une qui me paraît, et je suis pas le premier à le dire, très étroitement liée à cet appareillage particulier qu'est la conscience, et la conscience, alors d'autres animaux ont une conscience, mais pas réellement une faculté d'abstraction. Cette faculté d'abstraction qui nous donne conscience de notre individualité, du temps qui passe, de la mort, fait de l'être humain la bestiole qui a constamment besoin de se raconter des histoires, de mettre sa vie en récit. Et ça aussi, c'est corroboré. C'est corroboré par l'anthropologie, c'est corroboré aujourd'hui par la neurobiologie. Je renvoie aux travaux de Lionel Nakache que j'ai cité dans une autre vidéo. Et d'ailleurs, il y a un des essais qui a fait fureur l'année dernière. C'est un essai d'un historien israélien qui reprenait, qui s'appelait Homo sapiens, et qui reprenait toute l'histoire humaine sous un prisme qui est assez flagrant quand on regarde bien. C'est que vraiment la spécificité de notre espèce, c'est d'être capable de produire des fictions, de produire des récits, et de croire tellement à ces fictions
qu'elles vont conditionner dès lors toute l'existence des individus, et qu'elles vont les amener à faire la guerre, à s'organiser en fonction de ces fictions. On s'invente des objets de croyance, la nation, la tribu, on se raconte dans telle tribu amazonienne qu'on est la tribu du jaguar. Mais à partir du moment où on se raconte qu'on est la tribu du jaguar, on va élever les enfants pour qu'ils deviennent des jaguars. C'est-à-dire qu'on va leur dire que les qualités qu'il faut qu'ils développent sont celles du jaguar. Et ça va conditionner tout le rapport au monde. Et puis, dans telle autre, à telle autre époque, dans tel autre tissu social, on va se raconter, je sais pas moi, que l'honneur est fondamental, qu'il est plus important que tout, et au nom de l'honneur, on va se suicider, ou on va mettre à mort des membres de sa famille, etc., etc. Enfin, voilà, c'est ça l'être humain. Il fabrique des histoires, et il croit tellement à ces histoires qu'elles conditionnent tout son rapport à l'existence. Faire abstraction de ça, de ce tout petit détail, de ce tout petit paramètre, dans la compréhension du psychisme humain, c'est une aberration théorique. Alors, ça ne veut pas dire que l'analogie avec le développement du cerveau animal est totalement inopérante. Bien sûr que nous sommes aussi des animaux, bien sûr qu'il y a aussi un développement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de génétique ou qu'il n'y a pas de phénomène biologique là-dedans, mais ça veut dire que considérer que cette analogie, ce modèle, c'est l'alpha et l'oméga de la compréhension des phénomènes psychiques, c'est une aberration. Mais il y a encore un autre enjeu derrière. Quand on considère que tous les phénomènes psychiques en droit appartiennent, que pour les expliquer fondamentalement, il faut déléguer ça aux neurobiologistes, qu'est-ce qu'on fait comme pari théorique? On pourrait croire, en apparence, au premier abord, qu'on fait seulement un pari au fond matérialiste. C'est-à-dire à partir du moment où on ne croit pas en l'existence d'une âme, ce qui est mon cas, je ne crois pas en l'existence d'une âme. Donc du coup, tout phénomène psychique est d'abord un phénomène cérébral. On ne pense pas avec les pieds. Bon. Donc c'est d'abord un échange d'informations entre neurones. Donc c'est un phénomène biologique, in fine. Donc ça paraît de bon sens, du coup, de se dire, si c'est in fine un phénomène biologique, c'est le biologiste qui va détenir le fin mot de l'explication. Ça paraît de bon sens. Sauf que ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne peut-être s'il existe un Dieu omniscient. Mais il y a des moyens de prouver que, à moins qu'il existe un Dieu omniscient pour lequel ça fonctionne, ça peut pas fonctionner, ça ne pourra jamais fonctionner. Ce que je suis en train de pointer là, c'est ce qu'en épistémologie on appelle la réduction. C'est la possibilité de réduire une science à une autre, parce que la première science, la science A, repose finalement sur des entités qui appartiennent à la science B. Là, en l'occurrence, réduire la psychologie à la biologie, parce que finalement, les objets de la psychologie, je sais pas moi, l'hystérie, la perversion, la névrose, peu importe, enfin, voilà, les objets théoriques de la psychologie, reposent sur un support matériel qui est neuronal. Bon. Sauf que la réduction, elle est très souvent impossible. Et impossible non pas seulement de fait, mais impossible même en droit. C'est même très souvent absurde de vouloir la chercher. On peut tout à fait démontrer, aujourd'hui on a les outils mathématiques pour démontrer que, au-delà d'un certain degré de complexité, on peut tout à fait montrer que pour réduire une science à soi-disant la science fondamentale des objets premiers, il faudrait une somme d'informations infinie avec une précision infinie. En d'autres termes, bien sûr que par exemple si on est matérialiste, si on pense qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme immatérielle, qu'au fond il n'y a que des atomes. D'ailleurs, la biologie elle-même devrait être réduite à la physique. In fine, n'importe quel phénomène devrait être explicable par un discours de physicien. Y compris la Révolution française. La Révolution française, in fine, ce sont des mouvements atomiques. Donc on devrait pouvoir écrire l'histoire de la Révolution française dans un traité de physique. Sauf que, selon toute vraisemblance, à moins d'avoir une connaissance d'une précision infinie sur la totalité des mouvements atomiques, et d'une précision infinie sur la totalité des mouvements atomiques en 1789, on ne pourra jamais écrire un ouvrage comme celui-là. C'est-à-dire, quelle que soit la fiabilité de nos instruments de mesure, quelle que soit la puissance de calcul, même si un jour il y a un ordinateur qui a une puissance de calcul, dont la mémoire est constituée par l'ensemble des particules de l'univers et qui a une puissance de calcul phénoménale,
permise par toute l'énergie de l'univers, même cet ordinateur-là ne parviendrait pas. Il faudrait vraiment un Dieu omniscient. Bon. Ça se démontre assez facilement, enfin assez facilement, disons, c'est un lieu commun maintenant chez les épistémologues. Et il n'est pas du tout sûr que le lien entre ce que la psychologie étudie et ce que la neurobiologie étudie soit pas de cet ordre. Il y a des neurobiologistes aujourd'hui qui pensent ça, qui pensent que la réduction est absolument impossible, et qui pensent qu'ils ne pourront jamais dire, qu'ils ne peuvent que conjecturer, mais finalement que c'est même une absurdité de croire qu'ils peuvent détenir les causes. Et justement, sur cette histoire de cause, parce que qu'on puisse réduire ne signifie pas que la causalité pertinente, elle se fait à l'échelle fondamentale. Penser que la causalité pertinente pour comprendre la Révolution française, c'est les forces d'attraction électromagnétiques, gravitationnelles et fortes faibles des particules élémentaires, c'est une absurdité théorique. De la même façon, penser que la causalité pertinente des phénomènes psychologiques, c'est forcément la causalité de la neurobiologie, ça peut être absurde, même si on ne croit pas à l'existence de l'âme. Je vais vous donner un exemple pour montrer à quel point certaines explications qui semblent aller de soi ont un côté complètement absurde qu'on n'aperçoit pas toujours. Imaginez, aujourd'hui, quand de l'argent s'échange dans le monde, quand vous achetez quelque chose, on a beau dire que l'argent est dématérialisé, c'est pas vrai, il a toujours un support matériel. Il est dématérialisé au sens où c'est pas de l'or, mais même si c'est un chèque, même si c'est un billet, et même si c'est une carte bleue, in fine, la carte bleue, c'est quoi? C'est quand même de l'information électronique qui est transmise sous forme d'impulsion électrique, électromagnétique, et qui finalement est stockée dans de la mémoire informatique, mais il y a bien un support matériel de cette mémoire. Même le cloud, il y a un support matériel, hein. Il y a des endroits, des gros disques durs, des gros serveurs où les bits informatiques sont stockés. Bon. Donc, tout ça, c'est de la matière. Aujourd'hui, les circulations d'argent dans le monde, ce sont des ordinateurs qui envoient des informations à d'autres ordinateurs. Voilà. Imaginez un informaticien qui parvienne à monter une machine qui arriverait à observer à un instant T l'ensemble des mouvements d'échange d'informations entre tous les ordinateurs au monde. Cet informaticien parviendrait sans doute, s'il fait que sa machine observe particulièrement certains ordinateurs, notamment les ordinateurs des salles de marché, des banques, des machins, etc., parviendrait sans doute à observer des récurrences et à observer que, par exemple, quand il y a un krach boursier, ce sont plutôt ces ordinateurs-là qui envoient ce type d'informations à ce rythme-là à ces autres ordinateurs qui répercutent à tels autres ordinateurs. Il observerait des récurrences assez nettes. Imaginez que l'informaticien en question se pointe à un congrès d'économistes et leur disent « Eh les gars, arrêtez vos conneries. Vos concepts, là, vos explications bidons, c'est pas scientifique. J'ai trouvé, moi. La vraie crise des causes économiques, c'est celle-là. Il y a crise économique quand ces ordinateurs-là envoient ce type d'informations à ceux-là et que cela répercute sur ceux-là. Voilà. C'est ça la cause des crises économiques. Et d'ailleurs, du coup, j'ai un moyen merveilleux pour empêcher les prochaines crises économiques. Dès que ça commence, on éteint les ordinateurs en question. Voilà. Votre discipline, c'est bidon. C'est moi qui sais. Ça déclencherait des torrents de rire. Tout le monde lui dirait, mais t'es con, quoi. Enfin, oui, bien sûr, on sait que, sans blague, l'argent, il n'est pas totalement immatériel. Oui, bien sûr, mais ce que tu as observé, c'est pas la cause. Tu as observé la conséquence. Et que d'ailleurs, si on débranche brutalement les ordinateurs, oui, c'est sûr, dans un premier temps, ça va arrêter la dynamique du krach. Oui, dans un tout premier temps. Mais les vraies causes vont rester, et le coût, finalement, économique à l'arrivée sera considérable. Dans ce champ-là, ça paraîtrait une absurdité. Mais si on se transporte tout d'un coup sur le cerveau, ça devient une chose qui est manipulée régulièrement, y compris même par des neurobiologistes, pas simplement si c'était que le grand public, si c'était ce que les journalistes, on pourrait se dire, bon d'accord. Non. C'est-à-dire qu'ils observent une corrélation entre un phénomène psychique, quel qu'il soit. Cette personne est plus ou moins dépressive, elle a tel comportement, elle a telle compulsion alimentaire, etc. Bon. Et puis ils observent une corrélation avec le cerveau, avec telle chose dans le cerveau.
c'est vrai qu'on a aujourd'hui des moyens d'imagerie cérébrale qui sont remarquables. Même si, encore une fois, étant donné la complexité d'un phénomène psychique, faut pas croire qu'on voit en transparence du tout. Hein, mais on arrive bien sûr à apercevoir des choses quand même. Tiens, oui, ça, bon. Par exemple, la douance, on aperçoit que visiblement, peut-être, ça serait lié à un certain nombre de choses qu'on peut plus ou moins repérer. Bon. Mais bien sûr, n'importe quel phénomène psychique a forcément un équivalent matériel cérébral qui, en droit, est observable. Peut-être pas encore aujourd'hui avec les moyens qu'on a, mais on peut imaginer qu'un jour on arrivera à l'observer. Mais en inférer qu'on a trouvé la cause, c'est exactement aussi naïf que l'explication que je donnais entre l'informaticien et l'économie. C'est supposer finalement que l'appareillage interne du cerveau est quasiment un système étanche et que tout vient de lui. Et que donc on peut négliger l'interaction avec l'extérieur, elle n'est cause d'à peu près rien. C'est du côté de la neurobiologie que ça se passe. C'est absurde. Et pourtant, c'est une tentation qui est régulièrement, qu'on retrouve, voilà, comme si c'était là et là seulement qu'on pouvait penser l'être humain comme être humain, dans son intelligence, dans sa sexualité, etc. Finalement, les véritables causes seraient neurobiologiques. Bon, je vous laisse sur cette question. On voit bien que ça tient pas la route. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher du côté de la neurobiologie tout ce qu'il y a à aller chercher. Bien sûr qu'il y a des avancées considérables qui sont passionnantes, mais comprendre qu'il faut articuler différents champs du savoir, c'est comprendre aussi les limites de cette articulation. Et les limites de cette articulation, c'est qu'il n'est pas sûr qu'on puisse rabattre les uns sur les autres, et il n'est même pas sûr qu'on puisse constamment les faire dialoguer. Ça ne résout rien quant à la manière dont il faut appréhender l'intelligence, mais tout de même, c'est là que, et c'est ce qu'on a fait, nous, dans notre approche, c'est là qu'on peut quand même soulever la question, est-ce que ça a du sens de négliger non seulement cette faculté à produire de la fiction, mais cette universalité de l'activité de production de fiction, c'est-à-dire ce fait que tous les individus sont constamment en train de produire du sens, en train d'essayer de produire du sens, de donner du sens à leur existence, que c'est bien ça qui caractérise l'être humain et qui fait qu'il a un comportement tellement erratique et tellement divers. Est-ce que ça a du sens, justement, de considérer que ça c'est une donnée négligeable dans l'explication d'un phénomène aussi complexe que celui de la cognition ?